Et puis vous avez la lecture à chaud. Alors la lecture à chaud, c'est ce que fait Peter Popoff. C'est envoyer des gens sonder à l'avance. C'est ce que fait probablement John Edwards. C'est probablement ce que font un certain nombre d'évangéliques charismatiques aux États-Unis. C'est envoyer des gens, sonder la foule auparavant, prendre des informations, les retransmettre d'une manière ou d'une autre à la personne qui dit être en capacité de lire et ressortir les informations. Ça, c'est la technique la plus fourbe, la plus moche. Mais je connais des enquêteurs du paranormal des années 50 ou des années 60 qui s'amusaient à faire ça juste pour voir si ça marchait vraiment. Vous pouvez, à partir du... Je sais pas, quelqu'un vous téléphone, vous ne savez pas qui c'est, vous tapez annuaire inversé, vous cherchez sur le web, quand vous avez le web, mais avant, quand on n'avait pas le web, vous preniez le téléphone, vous essayez de trouver l'adresse de la personne dans le bottin, et puis vous retrouviez où elle habitait, il vous suffit d'appeler, je sais pas, le concierge ou un voisin, ou d'aller traîner par là-bas, regarder où c'est qu'elle habite, vous renseigner, tiens, faites semblant de venir voir un cousin, ou peu importe, vous pouvez prendre plein d'informations à l'avance, et donner l'impression ensuite de les lire sur la personne. Et ça fait un effet monstrueux, quoi. C'est ce que j'avais fait une fois, ça en cours avec une étudiante. J'avais dit, je vais choisir quelqu'un parmi vous pour voir si le mentalisme existe, enfin si on peut lire par des capacités extrasensorielles, voilà. Et je fais plus maintenant. Je trouve ça un peu gênant, quoi, de mettre dans l'embarras des personnes. Mais j'avais fait il y a une dizaine d'années sur une étudiante en pharmacie et je lui dis bon bah je prends quelqu'un au hasard, toc, et je prends une personne. Je fais semblant de faire un tirage au hasard et les magiciens savent très bien faire des faux tirages au hasard. Et en fait j'avais préparé mon sujet, mais elle le savait pas. Elle, donc ça tombe sur une nana, quoi. Puis je lui dis je sens que tu aimes le cheval. T'aimes bien les animaux de compagnie? Elle me dit oui, je crois que t'aimes le cheval. Elle me dit oui, je crois que si je me concentre, je peux trouver le nom de ton cheval. Elle me dit non, c'est pas possible. Alors j'ai dit, je vais le marquer derrière le tableau là-bas. Puis après, j'ai dit, je crois que tu viens de Coran. Coran, c'est un bled à côté d'ici. Hein. Et elle me dit, non, je viens de Mélan. Mais je viens de Mélan. Je lui dis, tu dois être dans un groupe. T'aimes bien les groupes un peu structurés, dans la nature, je dirais, un truc genre, je sais pas, éclaireur ou scout. Elle dit, oui, je suis scout. Et alors, elle était terrorisée à la fin. Elle vient me voir, elle me fait, mais comment vous avez su que j'étais scout, que je venais de Mélan? Et puis en plus, après, elle a vu le nom que j'avais marqué, c'était effectivement le nom de son cheval, quoi. Donc là, elle était sur le cul, complètement sur le cul. Alors je lui ai dit déjà, Mélan, c'est toi qui me l'as dit. Moi, j'ai juste lancé, je voyais un peu comment tu étais habillé. Je me suis dit, tiens, je pense que c'est plutôt un style un peu... Il y a des styles plus Villeneuve, vous voyez, puis il y a des styles plus Coran-Mélan, pour ceux qui connaissent un peu l'urbanisme grenoblois. Et on a une tendance, bien sûr que c'est glauque, mais c'est vrai. C'est tragiquement vrai, c'est un problème qu'on pourrait appeler post-colonial en France. C'est que vous prenez le tram A et le tram A vous fait une coupe sagittale dans Grenoble, et plus vous descendez, et plus vous voyez des gens colorés, avec des habits colorés, avec des couleurs différentes, alors qu'au centre-ville, ou plutôt vers le nord-est de Grenoble, c'est plutôt propre, blanc, bourgeois. C'est pas une nouveauté, quoi. C'est malheureusement, ça a même été une volonté publique. Ça rentre un peu dans les sujets que vous pouvez traiter si vous faites de la géographie ou de l'aménagement urbain. C'est qu'est-ce qui a fait qu'on a en quelque sorte ghettoisé certaines zones. Et donc il y a des zones, effectivement, à Grenoble, où vous aurez une plus grande représentativité de gens issus de l'immigration, et puis d'autres beaucoup moins. Mais c'est pas le fruit du hasard, tout ça, ça se réfléchit. Bref, vous pouvez donc en tirer des informations, et donc je en tirais d'elle qu'elle venait certainement pas de la Villeneuve, mais plutôt du nord-est de Grenoble. Et j'avais raison. Et après, le coup de son cheval, je lui ai dit, c'est pas compliqué, j'ai mis ton nom sur Internet, j'ai vu que tu faisais du poney, et puis voilà, puis j'ai trouvé le nom de ton cheval, quoi. Et elle était sciée, quoi, vous voyez. Et elle ne se rendait pas compte que toutes ces informations-là étaient... Mais il y a des fois, c'est encore plus grotesque. Un jour, j'étais dans le train, il y a un type qui était à côté de moi, j'avais pas de stylo, je lui ai dit, est-ce que tu peux me passer, Jérôme, ton stylo? Il me fait, comment vous savez que je m'appelle Jérôme? J'ai dit parce que j'ai des dons de voyance. Voyons. Et puis après je rigole, et puis j'ai dit mais non, c'est parce que tu as une énorme gourmette de 1 tonne à la main, il y a marqué Jérôme dessus. T'sais. Puis on oublie qu'on porte des informations sur nous. Vous voyez, c'est assez marrant à faire. Il y a un type qui s'amusait à faire ça. Je vous montre. Ça se passe en Hollande. Je traduis pas, il n'y a pas vraiment besoin. En Belgique, pardon, pas en Hollande. En Flandre. Dag Fien. Mise en scène, c'est sympa. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op uw rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo, hè. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenith. Oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de...
Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Een maison rouge, balkon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Il y avait une pub à la fin. Hein. Mais c'est assez glauque. Hein. C'est glauque, ça pose pas mal de problèmes tout ça. Effectivement, très peu d'entre nous contrôlent l'information qui circule sur nous, contrôlent même l'information que nous-mêmes mettons, on a du mal même à contrôler l'information que nous-mêmes mettons sciemment sur des réseaux sociaux par exemple. L'usage de Facebook est presque unilatéral. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui n'a pas de compte Facebook. Bon, il y a moi et je me fais engueuler pour ça, mais il y en a quelques-uns, je pense, dans la salle. J'espère en tout cas, parce que, ou en tout cas, si vous y allez, sachez les risques que vous prenez à diffuser de l'information. Ça peut avoir des répercussions sur vous. Hein. Il y a des gens qui peuvent s'en servir. D'ailleurs, c'est là où je voulais vous raconter cette histoire avec Nicolas Vivant. Nicolas Vivant et moi, on avait mis au point un petit stratagème qu'on a arrêté très rapidement parce que vraiment, on a frôlé la catastrophe. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais pour vous dire qu'on avait construit un faux site sur lequel on se présentait comme deux médiums à la retraite, suffisamment riches pour plus avoir besoin de se faire payer, et on offrait nos dons. Et donc on offrait nos dons à quiconque voulait une lecture, on ferait une lecture. On avait trouvé des noms de scènes et tout, et puis on avait fait une promotion là-dessus. Et donc il y a les premières personnes qui se sont connectées, il y a une dame qui se connecte, et puis c'est moi qui m'occupe de la lecture. Alors ce que je fais, vu qu'elle se connecte sur un site, elle se connecte avec une adresse IP, donc l'adresse IP je l'ai, elle se connecte avec un pseudo. Mais le pseudo, c'est pratiquement le même que les gens utilisent quand ils sont sur un site pour acheter des fleurs ou un site pour venir faire une voyance. Donc après, avec son pseudo et puis le mot de passe que j'avais, c'était facile d'aller voir un peu partout ce qu'elle faisait. Je savais toute sa vie. Je vous jure, je savais toute sa vie. Donc l'idée pour nous, c'était de ne pas s'en servir, mais de donner l'impression qu'on en savait plus long que ce qu'on disait. Et puis surtout, c'est de ne pas prendre de l'ascendant sur la personne. Et en même temps, même en faisant ça, tout de suite, on a compris que la nana était accrochée, quoi. Ça y est. Et elle a dit, j'ai jamais eu une lecture pareille, vraiment, je vais recommander à tous mes amis. Et puis, d'un seul coup, on a reçu plein de gens. Et on prenait des notes sur toutes les méthodes qu'on utilisait et tout. Au bout de 15 jours, on a dû arrêter, on était débordés, complètement débordés. Donc, on a écrit une lettre à tout le monde pour leur dire, excusez-nous, il s'agissait d'une sorte de canular, d'un piège, mais pour vous montrer les risques qu'il y a à vous connecter comme ça et à adhérer trop rapidement à une théorie. Il y a pas mal de gens qui étaient fâchés avec ça, qui étaient fâchés après nous. Pourtant, la démarche était plutôt sympa, quoi. C'était de prévenir plutôt que de les laisser se faire avoir dans des vraies situations où il y a de l'argent qui circule et tout. Nous, c'était gratuit en plus, et puis on n'en tirait aucun bénéfice. Donc, à un moment, on a réfléchi avec mon collègue Ismaël Bet-Slimane, ici, qui est très très fort en recherche sur le web. On a réfléchi à se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas refaire un peu ce que fait Dave ici en direct? Et on a renoncé. Non pas que ce ne soit pas possible, l'idée c'était qu'il soit sous le bureau, avec un ordi, en train de chercher des informations sur la personne que j'aurais choisie, et puis, ou sur deux personnes. Le problème, c'est qu'après, je tombe sur une personne que si je la choisis vraiment par hasard, vous n'êtes pas prévenu, c'est-à-dire qu'on déballe votre vie devant tout le monde. Pour que ce soit convaincant, il faut que ce soit vrai, et donc à la fin vous devenez tout rouge et vous avez honte, quoi. Et donc on s'est dit, on peut pas faire ça, on peut pas épingler quelqu'un, épingler sa vie comme ça en direct. Pourtant je trouve que ça serait marquant, mais je trouve que éthiquement et moralement ça serait pas très très bien de faire ça. Donc on a renoncé à le faire. Mais ça pose quand même le problème de servir de l'outil numérique. Hein. Faites attention, c'est pas gratuit, quoi. Je sais pas, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais si vous cherchez sur le web sans méthode, sans savoir utiliser les mots-clés, sans changer de moteur de recherche,
tout en étant connecté aux produits Google, par exemple, comme Gmail, si vous ne vous déconnectez pas, les informations qui vous arrivent sont déjà filtrées, quoi. Donc en fait, c'est sans arrêt des filtres qui vous sont présentés, et si vous ne savez pas les déjouer, vous aurez toujours une information qui vient complaire à ce que le logiciel ou les personnes qui sont derrière pensent que vous attendez, quoi. On va vous servir votre soupe, une soupe présumée, vous voyez ? C'est un peu ce que font aussi Amazon, quand ils vous disent qu'ils sont capables de prédire à l'avance le bouquin que vous allez acheter après, et c'est vrai, avant vous même parfois. Mais parce qu'ils savent que les gens qui ont acheté ça ont acheté ceci, donc ils vous disent tiens, les gens qui ont acheté ça ont acheté ceci, vous dites ah bah ça c'est intéressant, bien sûr, parce que c'est le même thème que l'autre truc que vous avez acheté, donc possiblement ça peut vous intéresser, et hop, et en fait ils ont raison à la fin, ça devient presque des prédictions autoréalisatrices. C'est ça qui est inquiétant. Donc méfiez-vous quand même de ce que vous lâchez sur Internet. L'art de faire de la recherche sur Internet mériterait presque... Je crois que l'année prochaine, je vais faire un cours spécifique là-dessus, parce que tout le monde me dit tout le temps, votre génération, comme elle est née dedans, les réponses que j'ai, c'est ah mais nous on sait faire, on sait faire. Puis quand je regarde les dossiers après, quand je vois les méthodes qui sont employées, je me dis qu'il y en a certains qui sont à la préhistoire de la recherche, quoi. Et ça veut dire que si vous êtes à la préhistoire pour mon dossier, pour le dossier de secours, ça veut dire que le jour où vous voudrez faire une recherche importante sur un sujet important, ben vous aurez les mêmes travers, quoi. Donc ça s'apprend, quoi. Vraiment, ça s'apprend. Enfin, tout ça pour passer au problème du témoignage. Le problème du témoignage, un des critères de pseudo-scientificité qui vient souvent, surtout quand on travaille sur les médecines dites alternatives, c'est de se rendre compte que les preuves ne sont pas souvent là. Par contre, il y a souvent des tas de témoignages qui sont présentés. Oui, madame L témoigne, oh, je suis très contente de ceci. Monsieur B, ah là là, je suis vraiment satisfait du soin qui m'a été fait, etc. Et en fait, on se rend compte que la preuve est remplacée par un corpus de témoignages. Mais le témoignage en soi n'est pas une preuve. Il y a même des proverbes qui disent un témoignage, même 1000 ne font pas une preuve. Parce que des fois, on peut se tromper à plus de 1000 personnes, on peut se tromper même à des millions de personnes. Et il y a des pseudomédecines qui sont fréquentées par des millions de personnes et qui sont factuellement fausses et qui sont pourtant appréciées par les gens, et les gens témoigneraient du bien fondé de ça. Le témoignage n'est pas une preuve. On verra sur les pseudomédecines, dans un cours particulier, les biais inhérents à ce domaine bien précis. Mais là, juste pour ces questions de témoignage, il y a des psychologues qui sont penchés là-dessus. Est-ce que les témoignages que l'on a dans notre tête, ils tiennent bien la route? Et là, je vous ai mis une des expériences qui m'a plus fait marrer à l'époque. Elle a 12 ou 13 ans, cette expérience. C'est Richard Wiseman, c'est un collègue d'Angleterre qui fait beaucoup de bouquins sur le paranormal, qui est un sceptique assez connu, Wiseman, avec sa collègue Greening. Ils ont fait une expérience et ils sont partis sur Uri Geller et les torsions de cuillère. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait 2 groupes d'à peu près 100 étudiants, si je me rappelle bien. Et dans le premier groupe, il y avait quelqu'un qui venait, qui faisait une démonstration d'une torsion de cuillère. Il tordait la cuillère, puis il la posait sur la table. Dans l'autre groupe, il faisait la même chose, il tordait la cuillère, il la posait sur la table et il disait « Regardez, elle continue à se tordre ». C'était la seule différence. Vous voyez, quand on fait des tests en psycho, on change un paramètre à chaque fois. Et donc, le seul paramètre qui changeait, c'était la phrase intimante Regardez, elle continue à se tordre. Voyez. Et donc, dans le groupe que j'appelle sans... Voici Richard Wiseman qui est là. Dans le groupe sans suggestion, c'est-à-dire où on n'a pas suggéré que la torsion de cuillère se continuait, à part peut-être 2 qui avaient peut-être un peu trop fumé de marijuana la veille, personne n'a vu la torsion se continuer. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de torsion. Une fois que c'est tordu, pouf, elle est posée, quoi. À moins que vous utilisiez un matériau à mémoire de forme, mais ce n'était pas le cas là. Voyez. Par contre, avec le groupe suggestion, et là, c'est assez stupéfiant, ces résultats. C'est-à-dire que là, on monte à 38% des gens qui ont vu ce que la personne autoritaire leur a dit de voir, quoi. Et ça, c'est flippant. En vrai, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est flippant. Ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait une certaine forme autoritaire qui soit donnée au moment où on apprécie une situation pour que ça déforme ce qu'on a perçu avec nos propres yeux, à jeun. Et c'est dingue. C'est complètement dingue. Il y a des étudiants qui se sont amusés à faire ça. La publication, elle est là. Hein. J'ai mis la référence là. Je l'ai aussi. Je pourrais vous la mettre en goodies, hein, si vous voulez. C'est de l'anglais, mais pas très très compliqué à comprendre. Des étudiants s'emparent parfois de cette question, notamment en jouant sur... Alors là, c'est un travail qui était, je vous en reparlerai quand on parlera des médias, un effet en zététique qu'on appelle l'effet impact, c'est-à-dire jouer sur la connotation d'un mot plutôt que sur sa dénotation réelle. Par exemple, je ne sais pas, si vous n'aimez pas quelqu'un, vous dites quand il est mort, vous dites un cadavre. Si vous aimez bien, vous dites la dépouille. Vous voyez, pourtant, c'est la même chose, c'est le corps du mort, mais il y en a un, on sent qu'on l'aime pas trop, quoi. Le cadavre, ça pue, bon, voilà. La dépouille, c'est respectueux, vous voyez. On joue sur ça. Eux, ce qu'ils se sont amusés à faire, vous voyez, c'est un groupe d'étudiants qui a fait ça, et ça fait un très bon dossier. Ils ont pris une photo d'une voiture qui avait été endommagée par un accident. Ils ont posé la question, à votre avis, quel était le degré de gravité de l'accident? Peu grave, grave, très grave ou mortel? Comment qualifieriez-vous l'état du pare-brise? Est-il endommagé, assez endommagé, etc. Et en fait, tout ce qui changeait, c'était au début. Et elle leur disait, la phrase qui était introductive, c'était « Voici la photo d'une voiture ayant été, premier groupe, accrochée, et dans le deuxième groupe, on changeait un seul mot, percuté. Et on ne changeait rien d'autre. »
Et on regardait si l'évaluation des dégâts était différente selon qu'on avait introduit avec le mot accroché ou le mot percuté. Et c'est flippant les résultats, c'est vraiment flippant. Hein. C'est-à-dire qu'en rouge, vous avez percuté et on voit bien le décalage qui se fait. Vous voyez, le décalage dans l'évaluation de la gravité. Pour la même photo, hein, c'est vraiment manifeste comme effet. Pareil pour les dommages subis sur le pare-brise, quoi. 3 fois plus de gens considèrent le pare-brise comme très endommagé juste parce que le mot a changé. C'est là où on peut dire que quand vous lisez un journal, quand le titre recèle déjà bien souvent des connotations qui ne sont pas précisées, quoi. Lisez n'importe quel titre du Monde ou du Figaro, vous verrez. Hein, les journalistes, parfois même sans s'en rendre compte, utilisent des effets impact. Et c'est presque immanquable, on a du mal à ne pas le faire. Mais en fait, si on utilise un effet impact, ça veut dire qu'on va jouer sur l'appréciation de la situation, donc ça veut dire qu'on manufacture notre consentement. On fabrique notre opinion, contre notre gré. On nous force à se dire que, je sais pas, lisez sur... j'ai aucune affection particulière pour Poutine, mais quand les médias classiques en France traitent de Poutine, c'est souvent négatif, quoi qu'il arrive. Vous voyez ? Quand c'est... Bon, Trump aussi, par exemple, Trump aussi. Obama, non, vous voyez ? On sent que... Laissons-nous juger sur fait si vraiment Trump est aussi horrible qu'on pense, quoi. Et il y a des faits qui laissent penser que c'est vrai, si vous voulez. Il n'y a pas besoin de nous manufacturer le consentement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, il y a d'autres expériences vraiment faciles à faire. Une que Henri Brock aimait bien faire, c'était par exemple, bon, vous pouvez le faire si vous voulez, hein, il s'agit de fermer ses yeux, vous pouvez fermer vos yeux comme ça, si vous voulez que ça marche, il faut fermer ses yeux. Fermez vos yeux, puis vous imaginez ce matin au moment où éventuellement vous avez pris un petit déjeuner. Donc vous fermez vos yeux, vous dites, ah bon, ce matin je prenais mon petit déjeuner, alors voilà, rappelez-vous où vous étiez, ce que vous avez mangé, des céréales, du pain, du jambon, j'en sais rien, n'importe quoi. Et en gros, ça va donner généralement un truc comme ça. Soit si vous êtes vraiment... classieux et à l'hôtel, vous êtes comme ça, soit vous êtes... bon, il ne fait pas assez beau pour que ce soit ça, mais quand il fait beau, c'est ça, ça peut être ça, ça peut être ça si vous êtes vraiment un énervé du matin. Nos souvenirs sont généralement comme ça, là, du matin, quand on y pense. Sauf que, en fait, si vraiment on se remémore la scène qu'on voit le matin, on devrait voir quoi ? L'arête de son nez et un bol ou une tasse qui monte et qui descend, quoi. C'est tout, on ne devrait pas se voir dans la scène. Et bizarrement, notre cerveau recrée la scène et on se voit dedans. Et c'est très souvent que quand on se remémore des scènes, on se voit dans la scène. Mais c'est pas possible de se voir dans la scène, il faudrait être en dehors de soi-même. Vous voyez, c'est pas possible de se voir de l'extérieur. Et pourtant, c'est très souvent que notre cerveau reconstitue des scènes en nous mettant dedans. Moi, j'ai des souvenirs petits, je jurerais qu'ils sont vrais, mais connaissant tous ces résultats-là, je suis quasiment certain que je les ai recomposés à partir de ce qu'on m'a raconté. Et donc, est-ce que c'est vraiment... mon souvenir, ou est-ce que c'est un souvenir que je me suis reconstruit ? Alors quand vous savez qu'en plus, généralement quand on raconte son histoire personnelle, on a tendance à enlever les trucs pourris qu'on a fait et à mettre les trucs plutôt sympas, c'est-à-dire que même dans notre façon de raconter notre existence, eh ben, c'est déjà frauduleux, quoi. On n'est pas très très fort pour l'objectivité sur son propre cas, quoi. Donc notre mémoire à nous sur nos propres souvenirs est déjà assez discutable.